Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, c'est parti pour tout le monde. Ah oui, je tourne la caméra parce que sinon ça ne sert à rien. Je viens de l'autre côté à faire des guignoleries. Hop, hop, et hop, et hop. Voilà. Attention avec le vent, des fois ça a tendance à bouger le PC. Bonjour à tous et à toutes. Alors je m'assois pour le moment, parce qu'en fait on essaie de trouver un angle de vue où je pouvais me voir entièrement. Vous pouvez voir le bas et le haut. Et on n'a pas réussi. Donc du coup, vous verrez pas ma tête une certaine partie de la session. Donc, c'est pas super grave, mais voilà, pour le moment, comme je présente la première partie, je fais en sorte que vous me voyez. Aujourd'hui, on attaque la technique de Bipalm. Avant d'attaquer véritablement cette technique-là, les aspects qui sont liés à ça, bien sûr qu'on va creuser et je vais vous donner quelques astuces par rapport à tout ça, comme d'habitude. Sauf que j'aimerais que vous compreniez à quel moment ça intervient aussi dans votre progression. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je déconseille à tous les moniteurs qui sont là, et si on vous incite à le faire alors que vous êtes entre guillemets encore dans la phase de découverte, vraiment, je vous incite à faire en sorte que tout ce qui est découverte de la profondeur, vous le fassiez en immersion libre. Ça veut dire que pour moi, je m'intéresse à enseigner le bipalm aux gens à partir du moment où ils sont au moins entre 15 et 20 mètres minimum en immersion libre. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'habitude de faire la bipalm, le fait de devoir cumuler la découverte de la profondeur avec le fait de devoir cumuler, le fait de devoir palmer, faire un canard, etc., et ben forcément, ça va rendre la mission doublement plus compliquée. Et du coup, vous ne savez pas si si vous y êtes pas arrivé simplement parce que c'est votre technique en bipalm qui n'est pas adaptée, ou si vous n'êtes pas arrivé juste parce que vous avez des choses à apprendre sur la profondeur. Donc, pour moi, on ne découvre pas la profondeur en bipalm, on la découvre en immersion libre. Après, ce n'est que mon avis. Sur la partie piscine, c'est pareil, on ne découvre pas la bipalm tant qu'on n'a pas un lestage qui est complètement en point et tant qu'on ne sait pas ce que c'est que glisser. Glisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de dire, je fais une poussée au mur, par exemple, et je me... Voilà. C'était une rafale devant. C'est pour vous éviter le contre-jour parce que le soleil est derrière et donc ça donne pile poil sur le PC. Et donc, je disais, vous devez apprendre à glisser, que ce soit en poussée de mur, que ce soit même simplement je mets quelques coups de palme mais je me laisse glisser derrière. Tant que ces choses-là ne sont pas abordées, pour moi, vous ne devez pas vous intéresser à dire ah, tiens, est-ce que ma technique de palmage est au point? Voilà, ça c'était la première introduction. Donc, on va parler maintenant de technique de palmage, mais ne commencez pas par ça en termes d'apprentissage. Et surtout, n'oubliez pas aussi une chose importante, c'est que même si là, on va parler de technique, de comment on fait le mouvement, il faut également que vous intégriez que la technique n'a pas d'influence si vous n'avez pas de conscience de ce qu'on appelle la progressivité musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment en profondeur, vous n'allez pas forcer de façon linéaire de la surface jusqu'en bas et en bas jusqu'à la surface. Pour ça, je vous invite à regarder la partie tactique et gestion de l'effort si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que la technique que vous avez là, elle sera la même quelle que soit la profondeur. C'est-à-dire que le geste est absolument le même. La seule chose, c'est qu'on mettra plus ou moins de force. Et il faut avoir conscience de quand est-ce que vous devez mettre de la force et quand est-ce que vous ne devez pas en mettre. Donc pour ça, revenez sur la partie tactique. Voilà pourquoi est-ce que moi je n'aborde ce sujet que maintenant. C'est parce qu'il faut avoir conscience des choses qu'on a vues auparavant sur le courant vertical, sur comment est-ce qu'on doit se relâcher les jambes et les fesses pour éviter de sentir une compression pulmonaire dès qu'on commence à être à 15-20 mètres. Et que seulement à partir de ce moment-là, on va s'interroger sur la partie technique de palme. Alors, pour parler technique de palmage, ce qu'il faut déjà que vous sachiez, c'est qu'il existe deux gestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous inviter à transposer ça dans d'autres choses que vous pouvez connaître, notamment un truc tout bête, le football. Au football, j'ai la passe que je fais comme ça, et j'ai le coup franc que j'envoie, en gros, comme ça. En boxe, il y a le petit coup que je fais comme ça, pour les boxes françaises, type savate, ou bref. Et il y a le grand coup où je pars de loin encore une fois et je vais comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mouvement que je dois faire comme ça, parce que l'idée c'est de faire un balayage de votre pied comme ça pour qu'ensuite la voile puisse onduler et donc faire en sorte que vous palmiez comme il faut. Eh bien, il s'avère que j'ai deux façons de le faire ce mouvement. Soit j'envoie un coup de jambe comme ça, en pliant le genou, et donc je mets un bon coup de jambe, soit je mets un coup où je pars de plus haut, et donc du coup, ça part, c'est un geste qui vient d'ici, avec l'effet de levier
il part de plus loin, je peux espérer du coup plus de puissance ou tout du moins une consommation d'énergie inférieure pour le même mouvement en bas. Voilà. Donc ça, c'est à comprendre qu'il y a ces deux gestes qui existent. Les deux gestes existent. Il y a un geste que vous pouvez faire avec les palmes qui ont de l'angle. Pardon, il y a deux gestes que vous pouvez faire avec les palmes qui ont de l'angle et il y a un geste que vous ne pourrez jamais faire avec des palmes qui n'ont pas d'angle. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder une chose toute simple. Si je essaye de faire ce qu'on appelle, ce que certains disent, vas-y, tends la jambe pour essayer de faire en sorte de palmer. Bon, disons que je tends la jambe pour essayer de palmer, comme ça, et je me dis, tiens, je vais essayer de palmer. D'accord? Et là, je vous invite à regarder, j'ai une souplesse qui est pas mauvaise, mais qui est certes pas du tout à la hauteur d'un nageur de haut niveau. On est bien d'accord. Par contre, elle est assez standard. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis pas souple de la cheville. Je peux dire que je ne suis pas très souple, comme pourrait l'être un nageur qui aurait du coup. Elle est bonne celle-là. Il s'envole à 4 mètres de haut. Heureusement, il atterrit sur moi sans me planter. Ça va, c'est bien aiguisé. S'il me plante, il me loupera pas. Bon, c'est-à-dire que comme on a enlevé le sable, du coup, il ne s'enfonce pas très bien. Il y a assez peu de vent, donc je pense que ça ne se reproduira pas, mais bon, passons. Donc, ce que je veux dire, je reviens avec mon histoire d'angle. D'accord? C'est que si je veux essayer de palmer jambes tendues, je ne peux pas le faire si ma voilure n'a pas d'angle. Parce que mon pied, quand il sera comme ça, vous voyez, le pied, il est dans cette direction-là. À moins d'avoir vraiment une extrême souplesse, en fait, la réalité, pour que le pied soit comme il faut, je vais être obligé de plier le genou. Donc, les palmes qui sont plates, pour qu'elles puissent avoir un mouvement comme ça, il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé de plier le genou. D'accord? Donc, si vous avez des palmes qui n'ont pas d'angle, donc j'en profite pour vous montrer le dernier modèle de palme sidérale offert à Mirai Nef dans le cadre de son contrat de sponsoring avec la marque C4. C'est beau, hein? Bref. Ce qui est important, c'est de constater que, alors nouveau modèle ou pas, chez C4, toutes les palmes elles ont de l'angle, d'accord? La voilure, le pied, il y a un angle. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir me permettre d'essayer de chercher à faire un geste véritablement complètement avec la jambe. Mon pied sera aligné avec le fait que la voilure sera dans l'axe. D'accord? Donc, je vais pouvoir me balader comme ça et la voilure sera dans l'axe. J'insiste là-dessus parce que si on vous a demandé très régulièrement, qu'on vous dit arrêtez de tendre, enfin vous devez tendre la jambe, arrêtez de pédaler avec les genoux, etc., et que votre palme elle est plate, eh ben je suis désolé de vous dire, de toute façon vous n'avez pas le choix. Techniquement parlant, les palmes plates sont réservées aux gens qui ont une extrême souplesse de cheville ou qui font du pédalage. Donc, ça veut dire aussi pourquoi est-ce qu'à un moment donné ces deux gestes ont de l'importance, parce qu'il y en a un comme une passe où vous pouvez espérer effectivement d'avoir une certaine force et une certaine efficacité, comme une passe au football, et il y en a un où effectivement vous pouvez espérer d'avoir plus de force, plus d'efficacité, parce que justement la jambe est tendue et donc par effet de levier, vous avez plus de force. Je vous dis, je vous renvoie vers une chose aussi simple que le football ou les sports de combat pour vous rendre compte de cette gestuelle qui est donc pas liée à nous, elle est naturellement liée à notre morphologie. Sauf si, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, comme beaucoup d'athlètes de haut niveau, ils ont la chance d'avoir une extrême souplesse de cheville. Donc, quand la jambe est tendue comme ça, le pied, il est complètement aligné, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas cette chance-là, eh bien, il faut vous doter de palmes qui compensent le défaut que vous avez, donc avec l'angle qui est là. Beaucoup de marques aujourd'hui ont l'angle, il n'y a pas de souci. La petite particularité de certaines palmes, en l'occurrence, c'est le cas de celle-ci, c'est d'être double courbure, parce que ça a donc un deuxième avantage. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, la technique de palmage peut avoir de l'importance ou pas. C'est que ce type de palme-là, vous pouvez leur faire une double courbure comme ça. Et donc, ça veut dire que dans le mouvement, même si votre gestuelle ici n'est pas forcément extraordinaire, elle va onduler comme il faut. Donc, de toute façon, ça marchera. Et ça veut dire aussi que ça vous aidera dans ce qu'on appelle le changement de position, le haut. Je vais d'un côté et je vais de l'autre, à chaque fois, comme l'autre se termine, ça vous aide à propulser. Et donc, c'est effectivement plus économe. Donc, c'est vrai que la nouvelle mode va pas mal sur les courbes, sur les doubles courbures. Mais je vous cache pas que c'est réservé aux palmes qui valent plus de 350, voire 400 euros. Là, je vous inviterai à regarder la partie court matériel pour voir ce qu'il en est. En tout cas, ce que je voulais insister, c'est que si vous avez une palme dure et plate, et vous me dites, moi, j'arrive très bien à pas plier le genou, eh bien, il y a des chances que votre mouvement ne soit pas bon, ou alors que vous avez la chance extrême d'avoir une excellente souplesse de cheville. Donc, si ce n'est pas le cas, vous devez donc choisir le geste. Est-ce que vous pliez le genou
ou est-ce que vous faites un mouvement complet? Donc, ça veut dire qu'effectivement, je vais chercher à avoir une puissance qui va venir de là. On va détailler et avancer un petit peu plus là-dessus parce que finalement, ce que je vous ai dit là, c'était surtout pour repérer quel type de technique je peux attendre auprès de la personne qui va palmer. C'est-à-dire que si elle n'a pas de palme avec de l'angle, déjà, je ne vais pas lui demander de tendre la jambe. D'accord? Donc, vous n'avez pas à chercher à faire cette technique-là. Vous ne devez pas, en tant que moniteur, leur demander ça. Et en tant qu'élève, vous devez savoir qu'effectivement, vous allez de toute façon devoir plier le genou de façon exagérée, de par le fait que vous n'avez pas d'angle sur votre palme. C'est comme ça, c'est un fait. La première chose que je demande à regarder, moi, à un élève, quand il commence à palmer, c'est est-ce qu'il est capable de garder sa cheville tendue, droite, en ayant les doigts de pied détendus. Vous voyez, je vous montre les doigts de pied comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois trop souvent des palmes qui font un peu comme ça, hein, qui se baladent, d'accord? Parce que la cheville est molle, d'accord? J'aime bien dire cette image, imaginez vous faites de la pagaie, du stand-up paddle, vous avez une grande pagaie comme ça, puis juste au bout, vous avez une pagaie une rotule toute molle comme ça, qui fait que quand vous rentrez, ça fait un peu n'importe quoi comme ça. Bon, ben ça, clairement, c'est pas autorisé. Donc, une des premières choses qu'on doit apprendre à faire quand on fait de la bipalme, c'est la différence aussi avec notamment le fouetté en natation. Le fouetté en natation, on fait un fouetté. Voilà. Là, nous, on est verrouillé et c'est un mouvement, soit effectivement que vous dépliez le genou, soit un mouvement que vous dépliez la cuisse. D'accord? Mais avec certitude, vous devez apprendre à avoir cette posture qui est de dire je suis verrouillé ici, mais par contre, mes doigts de pied sont détendus. Parce que des fois, on a tendance un petit peu à tendre le doigt de pied en même temps comme ça. Et alors, ça, clairement, pour les crampes au mollet, c'est nickel. Les crampes au mollet, les crampes sous les deux pieds, c'est vraiment ce qui est génial. Surtout si en plus vous avez la chance d'avoir un chaussure qui sert bien, c'est encore pire. Donc, avec certitude, vous devez apprendre, dans un premier temps, à avoir la cheville tendue. Ça, c'est la première chose. Enfin, à force d'avoir des premières choses, je suis plus à la première, je pense. Je vous laisserai compter tout seul. D'accord? La deuxième chose, c'est de s'intéresser à la position de votre bassin. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, notamment ceux qui nagent en piscine, et en plus ceux qui ont les palmes plates, ont une particularité, c'est qu'ils ont souvent un peu la cambrure comme ça, et donc ils palment de ici à derrière, comme ça. Enfin, pardon, un truc comme ça souvent aussi, ça ressemble à ça. Ça, c'est aussi souvent lié au fait que, en plus, j'essaie de progresser vers le fond, donc je suis un petit peu torse bombé comme ça, et je suis courbé au niveau du dos, donc ça me courbe ici, et donc en plus, j'intensifie mon mouvement de pédalage qui est pas bon. Donc, premier aspect, c'est est-ce que ma cheville est tendue? Deuxième, est-ce que mon bassin est ce qu'on appelle en rétroversion comme ça, c'est-à-dire qu'elle est en avant, si vous voulez vous poser la question plus simplement. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je suis capable de facilement, quand je regarde vers le bas, voir ma jambe qui apparaît et ma palme qui est devant moi? Et si je suis comme ça et que je vois rien, eh ben c'est parce que clairement, j'ai un geste qui n'est pas devant, derrière. J'ai un geste qui est que derrière. Donc, j'hésite pas à aller devant et à revenir. Devant, revenir. Ou même si vous faites comme ça, c'est toujours devant et je reviens. Devant et je reviens. Le mouvement doit être dans l'axe par rapport à vous. Il ne doit pas être comme ça. Donc pour ça, je vais penser à forcer, quitte à ce que dans un premier temps, ça vous oblige à tendre un petit peu les abdominaux. De toute façon, vous apprendrez à le relâcher après. Mais en tout cas, à corriger la posture pour dire je suis kékette en avant et je palme en avant. Donc j'ai dit première chose, cheville tendue. Deuxième chose, kékette en avant. Troisième chose, cheville tendue en marche arrière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vois beaucoup de gens qui, effectivement, envoient comme ça. Je sais pas pourquoi je change de côté, comme ça, une envie. Qui envoient comme ça, mais quand ils reviennent, la cheville se lâche comme ça, et ils repartent comme ça. Et ça donne un magnifique mouvement comme ça, 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 comme ça. Avec les palmes double courbure, vous pouvez vous permettre, parce que comme je vous dis, même si votre technique n'est pas super parfaite, elle va onduler comme il faut. Mais la difficulté, c'est que si quand je reviens, ma cheville, je la fais pas. Est-ce que vous me voyez? On entend et on voit. Ouais. Oui, Pascal. J'entends pas de réponse. Je ne sais pas s'il y en a qui sont écrites. Tu nous entends pas? Oui, Ok, ok. Bon. Alors, je reprends. Je reprends ce que je vous disais et j'en étais à dire que l'objectif, c'est de penser également au problème de la cheville à l'arrière. C'est que si vous partez, si votre cheville se détend également quand vous allez en mouvement arrière,
la palme va perdre son appui dans le sens retour. Et en soi, on pourrait se dire, c'est pas très grave. Oui, sauf que du coup, il faut que vous pensiez que chaque mouvement que vous mettez d'un côté, s'il n'y a pas un appui de l'autre, et bien forcément, ce mouvement-là est moins efficace. Vous devez donc avoir une symétrie entre le fait que vous envoyez d'un côté et que ça repart de l'autre. Et même si vous n'avez pas exactement la même force de ce côté-là que là, au minimum, ce qu'il faut, c'est avoir un appui qui soit correct pour que cette jambe qui avance puisse avoir plus d'efficacité. Et vous ne pouvez pas avoir d'appui correct si votre cheville part comme ça et que du coup la palme n'a pas un appui comme il faut. Donc, pour avoir un bon mouvement, vous devez avoir cheville tendue à l'aller et travailler cheville tendue à l'aller. Une fois que vous avez résolu ça, vous cherchez à résoudre la position pour faire en sorte que ça soit devant, derrière. Et ensuite, vous vous concentrez sur le fait que la cheville part à l'arrière. Je me permets de dire ensuite parce que vous ne pouvez pas espérer travailler ces trois choses-là en même temps. C'est pas possible. Votre cerveau n'est pas assez disponible pour ça. Donc, vous devez faire des longueurs de piscine ou des descentes en profondeur où vous focalisez d'abord sur la cheville. Ensuite, vous vous focalisez en regardant vers vous si la jambe part devant. Ensuite, vous devez vous focaliser si votre cheville part en arrière. D'accord? Faites ça sur plusieurs descentes, sur plusieurs sorties, mais n'essayez pas de tout mélanger d'un seul coup, ce serait une grosse erreur. D'accord? Donc, je dirais qu'à la limite, tordre du bassin, c'est pas un problème. C'est même plutôt une bonne idée parce que si tu essayes d'envoyer d'ici, ça a plutôt tendance à te faire partir comme ça. Comme si, je suis pas un spécialiste, mais on imagine comme si vous deviez marcher un peu comme ça, comme si vous aviez des talons et que finalement, vous seriez obligé d'envoyer d'ici. Donc moi, j'ai pas de problème avec le fait que ça ondule d'ici. J'en ai un peu plus avec le fait que ça ondule de là. C'était la partie que j'allais aborder maintenant. Parce que du coup, une fois que vous savez palmer ici, l'étape suivante, ça va être d'apprendre à relâcher le haut pour faire en sorte que le haut et le bas soient complètement dissociés avec une attitude différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a parlé de la position des épaules, je vous laisserai reparler de ça. Mais a priori, de là jusque-là, j'ai aucun besoin d'avoir une quelconque tension. Ça ne doit être que de là jusqu'en bas. Et c'est ce qu'on va travailler là maintenant. Sauf que bah, d'habitude, je me tiens comme ça. Et des fois, je ne me rends pas compte et du coup, je fais un peu le mode Robocop comme ça, parce que justement, je suis trop crispé. Encore une fois, cette crispation, vous ne pouvez pas la travailler à tout moment. Vous êtes obligé de le faire sur des moments désignés. Et donc, il est plutôt intéressant de commencer à le travailler une fois que vous avez un minimum de technicité au niveau des jambes. Tant que vous n'avez pas de technicité au niveau des jambes, se dire est-ce que c'est important que je fasse Robocop, franchement, on s'en fout. Donc, vous vous intéresserez à ça une fois que vous aurez un mouvement à peu près comme il faut ici. Salut bonhomme. Euh, je ne sais pas qui tu es, toi, mais tu viens de rendre bonjour. Et là, encore une fois, on va dissocier. C'est là que je vais vous proposer de faire des exercices, du coup, que vous allez pouvoir reproduire chez vous et vous expliquer comment est-ce que je fais pour y travailler. Mais quand vous allez palmer, une fois que vous aurez acquis cette technicité à ce niveau-là, on pourra en profiter pour dire, OK, je vais faire un entraînement où je vais me focaliser sur le relâchement des épaules, de la mâchoire et de la nuque. Je vous assure que pour que tout ça soit bien détendu, c'est minimum un entraînement, voire plusieurs. Donc, ne dites pas, c'est bon, c'est fait, c'est détendu en deux plongées, c'est pas vrai. Il y a personne à qui c'est détendu en deux plongées, donc consacrez du temps à vous dire, cette zone-là, épaules, les bras, que du coup, moi, je préconise de te mettre dans la ceinture ici, parce que sinon, ils pendouillent. D'accord? Si vous ne les tenez pas, ils pendouillent. C'est obligé qu'ils pendouillent. Donc, du coup, on les met souvent dans la ceinture ici pour que ça tienne. Même en piscine, vous pouvez mettre une ceinture pour ça, d'ailleurs. Et on relâche la nuque, elle doit être complètement détendue, la mâchoire aussi, la langue aussi. Une fois que vous avez obtenu ça, on va chercher à faire en sorte que, du coup, notre ventre soit détendu. Et une fois que le ventre est détendu, on fait en sorte que le périnée soit relâché et détendu. Et pour voir que tout ça marche bien, on en profite pour essayer de faire ça en forçant la remontée du diaphragme pour s'assurer que toute cette zone musculaire-là est détendue. Donc, encore une fois, j'agis par étapes. D'abord, la technique. Ensuite, la relaxation du corps. Ensuite, la relaxation du ventre. Ensuite, la relaxation du périnée. Quand vous en êtes là, vous avez déjà un sacré niveau de palmage, qu'on soit bien clair. Donc, si vous me dites, ah, j'ai un problème technique de palmage parce que je bloque à 18 mètres ou à 20 mètres ou machin, je dirais, bon, que dalle. D'accord? Quand vous êtes en train de gérer ça, vous êtes déjà de toute façon au moins à l'aise sur 40 mètres de profondeur. D'accord? Donc, c'est pas en tout cas la technique qui vous freine à 20 mètres pour pouvoir aller au-delà en termes de profondeur, ou même qui vous empêche d'aller à 75 ou à 100 mètres. C'est pas un problème technique. Il y a des mecs avec une technique pourrie qui descendent à 30 ou 40. D'accord?
Donc là, je vais vous proposer de faire des exercices qu'on va travailler. Alors, vous pouvez utiliser des élastiques. D'ailleurs, c'est ce que l'on va faire quand le jeune homme m'en aura libéré un tout à l'heure pour la partie arrière. Ou utiliser un élastique que vous pouvez encore une fois attraper et mettre dans une porte qui vous permettra de faire un mouvement vertical. Moi, je vais utiliser cette partie-là, là, hop là, ici. Voilà, parce que c'est un atelier prévu pour. Et donc, je vais me mettre au sol. Et ça tombe bien parce que la distance qui est là, c'est a priori celle que je suis censé avoir au minimum par rapport au fond. D'accord? De la piscine. Pardon, au fond de la piscine. Quoi qu'il en soit, tu permets, bonhomme, tu as l'air bien installé, mais j'aurai besoin de la place. J'ai besoin de la place, s'il te plaît. Je suis chez moi. Je sais que les chats sont chez eux, mais là, c'est mon tour. Merci. Allez. Donc, personnellement, j'aime bien faire ça. Coude au sol. Et j'en profite aussi même pour poser la tête. Pourquoi? Parce que c'est le premier moyen pour m'assurer de la relaxation de ma tête, de ma mâchoire et de ma langue. Mon genou est plié ici, ce qui me fait un décalage de hauteur par rapport au sol, c'est très bien. Et donc, j'ai parti un. Ah ben, je fais avec la jambe droite, je le ferai avec la jambe gauche juste après. D'accord? Je laisse partir un peu en arrière, comme ça. Jambe tendue. Et jambe tendue, je vais donc descendre devant. Je pars un peu derrière et jambe tendue, je descends devant. Je pars un peu derrière, jambe tendue, je descends devant. Je le fais de l'autre côté pour vous vous rendiez compte aussi. C'est plus facile, j'imagine, avec la caméra. Si le machin ne se barre pas, voilà. Hein? Ça change. Vous voyez que je profite pour mettre la résistance plutôt au niveau du bout du pied, ce qui m'obligera à tendre la cheville aussi. D'accord? Donc, je pars ici comme ça, hop. Et donc, je garde mon bassin parallèle, je me détends de là et je vais en profiter pour descendre la jambe en forçant du coup avec cette zone-là, la partie haut de la cuisse. D'accord? Et je vais descendre jusque en bas. Je pars de derrière selon la souplesse de votre élastique, pardon, et je pars de derrière et je vais vers le bas. Une fois que je sais faire ça, mais donc seulement à partir de ce moment-là, donc n'hésitez pas à vous accorder un petit peu de temps là-dessus. Je vais en profiter pour me dire, ok, je vais me détendre, partir en poumon moitié, on va dire, et je vais laisser tomber mon ventre. Donc ça ressemble à un truc comme ça. On a dit, c'est en apnée, vous ne pouvez pas lâcher le ventre si vous soufflez. Je remplis les poumons sinon. Donc là, je peux. Là, je vais me concentrer dans le geste en question à détendre mon périnée. C'est assez facile, je contracte le périnée et je le relâche pour m'assurer qu'il soit détendu. Et lorsque vraiment j'ai réussi à faire ça, j'en profite pour faire un poumon vide, je remonte mon diaphragme et j'essaye de faire le mouvement sans solliciter ma zone abdominale. Voilà. Pour la partie avant, tac là. Et vous pouvez ensuite le répéter de la même façon sur la partie arrière en prenant un élastique que vous coincez cette fois-ci de l'autre côté de la porte, qu'on attrape. Moi, j'aime bien attraper 3 doigts de pied, comme ça. Voilà. Et je m'appuie devant. Et je vais du coup m'obliger à avoir la cheville tendue et chercher à partir un peu sur l'arrière, comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va m'obliger à développer ce réflexe, qui est de dire, effectivement, je cherche à envoyer un geste sur l'arrière en gardant un appui et un maintien pour faire en sorte que le palmage avant soit bien. Et une fois que je sais faire ça, je sais faire le geste, je vais le faire épaule détendue, je vais le faire ventre détendu. Et une fois que je sais faire ça, bonhomme, laisse-moi le truc. Je vide mes poumons, je remonte le diaphragme. Voilà. Encore une fois, c'est uniquement un but entraînement et un but pédagogique parce qu'on ne monte pas son diaphragme quand on fait de l'apnée. Sauf que si vous êtes capable de le faire, si vous arrivez à le faire et à vous entraîner comme ça, ce sera la démonstration que vous sollicitez les bonnes zones musculaires pour vous assurer une meilleure efficacité au niveau du palmage et vous assurer surtout
un élément important, on est ici dans l'enseignement de l'apnée bien-être. Qui dit enseignement de l'apnée bien-être dit que je vais essayer de faire en sorte que la zone musculaire de ma cage thoracique soit relâchée et détendue pour que mes poumons puissent vivre notamment dans la zone de la gestion de l'envie de respirer. Voilà, donc l'objectif, il n'est pas seulement de savoir bien faire, mais de savoir de le faire détendu. Benjamin, il me demande, ça fait bosser les fessiers. Ça fait bosser, ouais, on va dire de là jusque là, ouais. Et Chris, il me demande s'il a besoin d'avoir un chat pour faire ça. C'est obligatoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est invité là aujourd'hui. Oh, mais dis donc, c'est obligatoire d'avoir un chat. T'es qui, toi? Parce qu'il faudra que tu reviennes à chaque cours maintenant. Hein. Euh, Donc, voilà, c'est encore une fois un exercice qui peut se faire assez facilement avec juste 2 élastiques et que vous pouvez du coup introduire dans votre routine. Alors, attendez, il y a une bourrasque. Voilà. Merci pour le réflexe de Mireille qui a rattrapé l'ordinateur avant qu'il se referme et qu'on revive la même expérience qu'il y a quelques minutes. Et donc, du coup, je vais vous demander d'intégrer une chose importante, c'est que je vous ai fait un cours progressif à destination de débutants comme de personnes expérimentées. Il est évident que les exercices que je vais montrer à la fin, en aucun cas je demande ça à un débutant, je vous dis ça n'a aucun intérêt. Je ne demande pas ça non plus à quelqu'un qui ne sait pas descendre un minimum 20 mètres en immersion libre, c'est-à-dire qui ne sait pas découvrir ce que c'est que la dégressivité du palmage, ce que c'est que la gestion du fait de ne pas être comprimé d'ici parce que justement je cherche à me relâcher, etc. Et toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas les découvrir en même temps que vous palmez. Voilà. J'ai essayé d'être complet dans ce que je pouvais vous dire. Ça va être du coup maintenant l'occasion de faire un débat entre nous. Donc je vois que comment? Si on n'a pas d'élastique. Si tu n'as pas d'élastique, tu vas à Castorama, ça vaut 5 euros. Technique de palmage, sont-elles différentes entre les palmes plastiques et carbone? Non. Non, non, c'est la seule chose qui change. Alors, il y a peut-être que vous n'avez pas entendu la question, pardon. On me demande si la technique de palmage est-elle différente en fraction de carbone ou du plastique. Enfin, il veut dire, bah, en théorie, non. Bien entendu, c'est en partant du principe que vous êtes sur la même technologie de palme, c'est-à-dire que vous pouvez comparer une palme plastique qui a de l'angle à une palme carbone qui a de l'angle, et une palme plastique qui est en C, parce qu'il n'existe pas de palme plastique en courbure simple, donc c'est-à-dire que sans vous attendre à avoir une double courbure dessus, avec une palme carbone qui a une simple courbure aussi. Vous ne pouvez pas comparer, bien entendu, comment dire, certains défauts techniques que vous pouvez laisser passer avec une palme haut niveau qui a une courbure J, une double courbure, pardon, par rapport à une palme plastique qui n'a pas ce niveau de capacité. Donc, effectivement, à un moment donné, les palmes carbone peuvent permettre de laisser aller certains défauts techniques. Je ne dis pas le contraire. Ou au minimum du relâchement. Moi, j'aime bien dire ça sur une séance d'une heure ou deux. Il y a des moments où je ne me concentre pas sur ma technique, notamment quand je me balade. Je me concentre uniquement sur mon relâchement, quand je fais des épaves, tout ça. Et donc, effectivement, des fois, ma technique est un peu moins précise. C'est pas un problème. Quand j'ai une bonne palme en carbone, je reconnais que je ne le ferai pas si j'avais des petites palmes en plastique. Allez, puisque la séance question est entamée, j'espère déjà que je vous ai répondu des choses claires. J'espère que je vous ai aussi donné des pistes sur le fait de dire que vous n'en êtes pas encore là et que du coup, ça va être des sources de progression pour vous. Et sinon, si vous n'avez pas d'élastique aussi, vous pouvez avoir un système de pendule comme ça, avec un poids, comme je l'ai fait chez moi ici. C'est certainement plus rare d'avoir ça que d'aller acheter un élastique à Casto. Est-ce intéressant de travailler la vitesse de palmage tout en conservant sa relaxation? Entre parenthèses, j'imagine que c'est déjà réservé à un bon niveau. Selon Alexis. Alors Alexis, ouais, tu as raison de dire que la vitesse de palmage, est-ce que c'est réservé aux gens de haut niveau? J'ai envie de te dire, bon, toi, je te connais, donc tu fais partie des gens qui ont effectivement une influence là-dessus, puisque tu as déjà un niveau qui est plutôt bon. Je n'intégrerai pas le rythme, j'aurais plutôt tendance à avoir préféré qu'il soit relativement lent, jusqu'à une certaine profondeur tout du moins, et on commencera à augmenter la vitesse que quand on sera très profond, quand on sera au-delà de 70-75 mètres en piscine. Jusque-là, l'intérêt de travailler la vitesse de palmage pour moi n'existe pas. Et j'aurais tendance à dire, plus votre niveau sera élevé aussi, vous verrez, moins vous mettrez d'amplitude. C'est mieux de ne pas trop en mettre. D'avoir des pannes qui vous permettent de ne pas trop en mettre. D'autres questions? Oral, peut-être? Apparemment, Mireille se marche. Je ne sais pas s'il y en a un qui a fait un commentaire. Il dit oui, merci Pascal, tu viens de me décomplexer d'avoir un palmage de merde, de double point palme, avec un angle très faible. Et oui, Yves, tu as raison. C'est difficile d'avoir un palmage qui soit vraiment au point si on n'a pas de l'angle ou d'une extrême souplesse de cheville. Donc, si tu plies le genou, bon après, plier le genou même dans une voilure qui a de l'angle, c'est pas un problème, c'est moins un problème en tout cas, parce que du coup, l'idée c'est quand même de se servir de la force qui est au-dessus par rapport à l'effet de levier.
Patrick? Content de t'avoir décomplexé, Yves, même si depuis le temps qu'on se Euh, connaît. Passons. Pascal? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, C'est bizarre, il tu n'y a pas de m'entends? questions orales aujourd'hui. Alors, c'est que j'ai pas le son, peut-être? Si, si, tu Je sais pas s'il y en m'entends? a qui parlent et que j'entends pas. L'amplitude. Peut-on évoquer l'amplitude? Eh bien, avant tout, l'amplitude va quand même énormément dépendre déjà de savoir est-ce que vous utilisez ce muscle-là ou celui-là, c'est-à-dire est-ce que vous faites un geste qui effectivement fait que vous utilisez la totalité de la jambe, parce que si vous faire de l'amplitude avec le pliage de genou, ça n'a vraiment aucun intérêt. Par contre, si vous faites de l'amplitude avec la jambe en entier, je réponds pourquoi pas. Si vous avez une palme en C notamment, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt réservé du coup à des gens qui auront quand même une bonne technique, parce que la problématique de l'amplitude, c'est que si elle est un peu trop importante, le fait d'ouvrir en amplitude, le fait d'écarter comme ça, c'est aussi offrir une zone de frottement qui est plus importante. Donc attention, ça peut être sujet quand même à perdre un peu d'efficacité. Moi, j'ai tendance à dire que normalement, on n'a pas besoin de tant d'amplitude que ça. Une légère amplitude est suffisante, voire avec des palmes comme les petites, une toute petite amplitude suffit. Moi, j'aime bien dire à la limite frétille, c'est aussi bien. Lui dit, il complète la question, il faut avoir un palmage ample et lent ou rapide et pas ample. Ample et lent et rapide, Ou rapide et pas lent. rapide et pas lent. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Je te dirais que si je regarde un petit peu les moments, ils seront pas forcément les mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si je fais mon canard, derrière, j'ai besoin d'un peu de propulsion pour pouvoir m'en sortir, m'extirper de la zone de surface. Donc à ce moment-là, peut-être effectivement avoir un petit peu plus de rapidité et assez peu de lenteur, parce que l'idée, c'est vraiment de me sortir de cette zone de flottabilité. Par contre, à un moment donné, effectivement, quand je vais commencer à descendre un petit peu et à sentir ou bien la neutralité, voire la coulée, il est préférable d'avoir de l'amplitude que de la vitesse de palmage. Quand je vais remonter, c'est pareil. Au départ, je me mets quelques points un petit peu rapides, quitte à ce qu'ils ne soient pas très amples. Et après, effectivement, j'emploie un mouvement qui est un mouvement de croisière. Donc, si vous voulez prendre un peu d'amplitude, après, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai entendu dire, allez, je m'extire et ensuite, j'y vais. D'accord? Vous pouvez à ce moment-là y aller en augmentant un peu l'amplitude. Why not? Florian, il dit juste horizontal et vertical. Alors. Horizontal et vertical, à part la gestion de la force qui est différente, sinon le palmage est le même, Florian. En piscine, les palmes dans la relance du demi-tour. A priori, normalement, le demi-tour, tu le fais en poussant du mur, donc ça n'a pas trop d'influence, normalement. Après, si tu ne fais pas en poussant du mur, faut accepter que ton virage, du coup, va être ou bien énergivore, ou bien tout simplement lent. Et c'est quand même ce que fait globalement la majeure partie des gens qui le font, c'est qu'ils font juste une espèce de mouvement de pas, mais ils laissent la vitesse s'installer et après ils réaccélèrent progressivement. Donc, en tout cas, forcer au virage est une très mauvaise idée. Donc on n'accélère pas spécialement dans la relance du virage, j'aurais tendance à dire. En plus, je me permets de vous rappeler que en bipalme, l'essentiel, comme en monopalme, c'est quand même de vous accorder de faire du kick and glide. Donc, c'est d'avoir cette habitude de dire je palme et je me laisse aller, je palme et je me laisse aller, je palme et je me laisse aller. Aussi bien en bipalme qu'en monopalme. Chez nous qui n'avons pas une technique et un savoir-faire matériel et personnel très important en palmage, il est quand même préconisé de plutôt faire des moments de pause du kick and glide. Donc, ça veut dire que la relance au moment du virage ne doit pas être violente. Vous devez vous habituer à avoir une accélération, un ralentissement, une accélération, un ralentissement, sans que ce soit violent à chaque fois. Et en piscine, ample et lent. Une précision. Encore une fois, ça dépend toujours de ta palme et de ton style. Mais La question pour les autres qui savent pas à quoi tu veux. ah oui, pardon. En piscine, est-ce que ample et lent, c'est bien aussi? Ça dépend beaucoup du palmage et de ta technique. Mais une chose est sûre, c'est que la bipalme, si tu la fais trop vite et trop fort, c'est vite, vite, vite hyper crevant. Donc, il vaut mieux jouer sur son capital. Est-ce que c'est toujours une question de jeu entre le temps et l'énergie que j'y passe? Si je mets beaucoup d'énergie, je vais passer moins de temps. Sauf que si je mets trop d'énergie, ça va cramer mon capital temps parce que justement, je mets trop d'énergie. Si des fois je suis trop lent, et ben, la durée globale de mon apnée ne va pas me permettre du coup d'avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout. Donc il y a un jeu à trouver. Donc c'est pour ça déjà qu'il ne faut pas hésiter à varier dans votre parcours, à faire de temps en temps lent, de temps en temps rapide pour que vous voyez ceux sur lesquels vous êtes plus confortable, mais voire même varier pendant l'apnée en disant qu'au départ vous êtes un petit peu lent parce que vous cherchez le relâchement et à la fin vous êtes un peu plus rapide parce que vous êtes en mode apnée, vous pouvez vous permettre d'envoyer. Donc ça ne peut pas être aussi radical que de dire il vaut mieux être ample et lent. Ça dépend vraiment de votre style et votre technique et en plus de la femme que vous avez, quoi. Je vous demande,
Pascal, tu m'entends? Ah, plein de questions sont arrivées d'un coup. La différence entre une palme à bout concave comme la plupart des palmes et les autres convexes comme les silversines. La différence entre le bout des palmes, concave, convexe, etc., c'est comme si je vous disais quelle est la différence entre une BM, une Mercedes, une Audi. Pour moi, c'est du design. Après, attention, vous pouvez avoir difficilement des courbures avec celles qui ne sont pas, qui n'ont pas un bout quand même relativement prononcé, même si certains y arrivent quand même. Carbonio apparemment arrive à faire ça. Je n'ai pas assez d'expérience là-dessus, mais non, le fait d'avoir une forme comme ça ou une forme comme ça ou une forme non. Non, le choix de la bonne réactivité de la palme sera plus important que le choix du bout de la palme. Pascal, tu m'entends? Et quand on Pascal? a l'énergie au niveau des quadriceps pour donner les coups de jambes, comment peut-on le travailler? Écoute, alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler le fait qu'on n'a plus d'énergie dans les quadriceps à la fin de son apnée? Eh bien, déjà, c'est de retraduire ça dans la réalité, qui est de dire, attention, plus d'énergie est souvent associée à brûlure au niveau des jambes. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'on a les jambes qui brûlent et on se dit, merde, j'ai plus d'énergie, donc c'est pour ça, ça va pas. Alors qu'en fait, je vous rappelle, même si on l'a vu dans les cours précédents pour ceux qui étaient déjà là, les jambes qui brûlent, c'est un réflexe d'immersion. C'est un réflexe d'apnée, donc ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'avez plus d'énergie. Donc, ne pas hésiter à avoir les jambes qui brûlent et à continuer. En fait, la réalité, elle est là, c'est que vous pouvez faire très, très, très longtemps, mais vraiment, hein. Je veux dire, sur un 150 mètres en bipalme, d'avoir les jambes qui brûlent un peu à 75 et qui brûlent beaucoup à 100 et que de 100 à 150, c'est deux jambes qui brûlent, ce serait parfaitement normal. Donc, c'est pas la peine de dire, ah, j'ai les jambes qui brûlent, j'ai plus que 10 mètres à faire. Tu as les jambes qui brûlent, tu as encore longtemps, longtemps, longtemps à faire. En monopalme, moi, quand je dépassais les 175, 180, etc., ça commençait déjà à tirer à 100 mètres sans difficulté. Vous commencez à avoir déjà les jambes qui brûlent et je faisais encore de longueur quoi, derrière. Donc, non. Attention à ne pas créer cet amalgame. Et après, derrière, ça reste de la préparation physique. Hein. Si vraiment, dès que tu as les jambes qui brûlent, tu ne vas pas plus loin, à un moment donné, il faudra s'intéresser à la préparation physique. Mais Est-ce normalement, tu es que, déjà au-delà de 150 mètres. Là. Alors, est-ce que tu m'entends, Pascal? j'anticipe le sujet sur le free fall, mais des erreurs à éviter sur la position des palmes pendant le free fall. Erreur à éviter sur la position des palmes pendant le free fall, bah effectivement tu anticipes un petit peu là, sur la partie qui est là, mais c'est les palmes qui sont comme ça, là. Ça, c'est à éviter, d'accord. Et c'est les palmes qui ne sont pas dans le sens de la descente. Donc ça, on verra que c'est avant tout une question de relâchement. C'est que si vous êtes bien détendu, les palmes elles vous suivent quoi. On s'en sert même de gouvernail en les mettant comme ça là, et du coup on s'en sert un peu pour se diriger comme un gouvernail. Mais c'est avant tout une histoire de relaxation. Si elles sont comme ça, c'est parce que souvent on est crispé. Alors, Pierre, je ne comprends pas la question, il dit et celles qui sont rectilignes. Pierre, si tes palmes sont rectilignes, à ce moment-là, il faut plier le genou pendant la coulée, tout simplement. Alors, c'est où tu plies le genou pendant la coulée, ou alors tu fais ce qu'on appelle position Formule 1. C'est-à-dire qu'en fait, tu es droit comme ça, et simplement tes pieds seront derrière toi, avec l'aileron qui s'est installé derrière. Tes palmes sont finalement droites, ici, parce que tu as réavancé ta jambe. J'ai un problème, j'essaye de travailler mon palmage jambes tendues en cassant le moins possible le genou, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus crispé. C'est plus 4 fois pour moi, alors ça n'a pas de temps. Est-ce qu'il faut travailler le relâchement sans pédaler demande Laurent? Alors, Laurent demande comment est-ce que ça se fait qu'il est beaucoup plus crispé dans un premier temps à essayer de pas trop plier le genou, ce qui pourrait être très énergivore pour lui. Bah déjà, premièrement, est-ce que tu es sûr d'avoir une palme qui a de l'angle? Parce que si tu n'as pas une palme qui a de l'angle, c'est juste un geste qui est impossible que tu es en train de vouloir faire là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a tendance à bouffer. Ensuite, deuxièmement, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas une palme un peu rigide? Parce que certaines palmes c'est un mauvais défaut que l'on a dans une discipline. On a l'impression que pour avoir de la puissance, il faut qu'il y ait de la rigidité. Et donc, peut-être que ta palme est trop rigide. Donc, où est-ce qu'elle en est en termes de catégorie de rigidité? C'est-à-dire que moi, les palmes que je préconise sont toujours des soft ou super soft. Moi, personnellement, je fais 80 et quelques kilos, surtout actuellement, et j'utilise des super soft. Donc, c'est bien entendu parce que c'est pas une question de la rigidité est meilleure. La rigidité, c'est pas bon. Une palme rigide, c'est pas bon pour faire de la distance, c'est pas bon pour faire de la profondeur. Donc, on ne le fait pas. Euh, par conséquent, vous devez accepter que votre palme doit être souple, c'est le but, elle doit être souple. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans un premier temps, tout changement d'habitude et changement de repère va vous entraîner des crispations
parfois même des tensions nouvelles parce qu'en fait, on utilise des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et donc les premiers cours sont pas toujours très, très faciles. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous accorder un petit peu de temps pour ça, mais en ayant bien entendu veillé à ce que votre palmage, à ce que votre matériel, pardon, et votre technique soient adaptés. Et puis, à se dire, jambes trop tendues, c'est pas une bonne idée. Même en palmant comme ça, avec la jambe qui est là, qu'elle soit légèrement pliée, c'est bien. D'accord? Des fois, on en profite même pour terminer un petit coup comme ça. D'accord? Mais légèrement pliée, c'est bien. Si vous essayez d'avancer comme ça, c'est une connerie. Vous ne devez pas chercher à faire ça. D'accord? Ça, c'est pas un bon geste. Dis donc, toi, je vais me faire attaquer. Hop, puis couillon, lui. Je vais l'écraser. Yeah. Voilà le chat. Revoilà le chat, ouais. Il y a une souplesse que nous n'a pas. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? En tout cas, j'ai pas entendu de questions orales. Je ne sais pas s'il y avait du son ou pas, mais a priori, c'est pas le cas. Tu m'entends, Pascal, ou pas? Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos Tu questions. m'entends? Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous rappelle que le dimanche, c'est jour du Seigneur, donc il n'y a pas de séance. Non, je déconne, ça n'a rien à voir avec le jour du Seigneur. Mais il n'y a pas de séance vidéo. On reprendra mardi pour la dernière semaine de formation où on abordera plusieurs sujets avec vous. J'espère que cette séance sur la bipale, même avec les petites coupures au milieu, vous a quand même bien plu. Je vous ai donné des pistes de progression, mais je vous invite vraiment à reprendre dans la progression, à ne pas vous dire l'étape numéro 10 est la plus intéressante, donc je loupe les 9 d'avant, parce que sinon, c'est pas efficace. C'est Stéphane qui essaie de te poser une question. Alors Stéphane essaie de me poser une question. On dit c'est des émissions, on parle matériel, différence entre sidéral et Bollard. Sidera Volare, c'est pareil, c'est juste l'évolution. L'évolution du nouveau modèle. A priori, il y a quelques centimètres de plus, etc. Machin, mais c'est comme la nouvelle 308 ou l'ancienne 308. C'est deux très bons modèles de toute façon. Voilà. C'est tout bon? Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, un bon lundi d'ailleurs aussi, puisqu'on se revoit mardi prochain. Pascal et Mimi. J'avais coupé l'enregistrement. Salut! Mais t'es qui, toi? Ça y est, tu t'es installé? Merci Pascal et Mireille. Au revoir. Au revoir. Merci les amis. Merci à vous. Bonne soirée. Bon dimanche à tous. Salut.